Bonjour mesdames et messieurs, je suis très honoré de vous faire cette conférence aujourd'hui sur l'eau. Je voudrais vous rappeler, on en parlera dans un instant si vous ne le souveniez pas, que 2010 c'est 100 ans après la crue de 1910. La fameuse crue qui a inondé Paris en 1910, elle s'est produite le 28 janvier à Paris. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc c'est en mon sens assez opportun, en particulier à cause de ça, de prendre le thème de l'eau aujourd'hui pour vous présenter un peu ce que nous savons. Alors aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de, disons, de problèmes cycle de l'eau, stock d'eau, physique de l'eau, comment elle se trouve, comment elle se comporte, comment on peut se poser des questions sur son devenir avec en particulier les changements climatiques. Et la prochaine fois, nous parlerons plutôt des besoins en eau, qui sont des besoins de l'humanité. D'abord pour se nourrir, nous verrons que c'est ça le thème dominant, et puis ensuite pour s'abreuver, bien sûr. Qualité des eaux, tout ce qui est le problème de la qualité de l'eau potable, on parlera de tout ça, de la qualité des milieux. Et puis dans la troisième conférence qui aura lieu donc dans 15 jours, je parlerai un petit peu de comment on va faire pour résoudre les problèmes de l'eau. Quelles sont les solutions technologiques, innovantes, les façons dont on peut penser pour essayer de résoudre le problème de l'eau. Parce que, comme vous le verrez, il y a quand même quelques difficultés dans le monde où nous nous trouvons. Alors, quelques images. Cette photo, je l'ai prise à Xi'an. C'est une capitale impériale ancienne en Chine, qui se situe dans la Chine du Nord, assez aride. Donc, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et vous voyez, j'ai beaucoup d'amis chinois et beaucoup de respect pour cet immense pays, mais cette image me choque un peu quand même. Il n'y a pas beaucoup d'eau, donc chacun a son robinet et il a mis un cadenas dessus. Donc l'idée qui est sous-jacente à cette image, c'est que, bon, chacun pour soi, on se débrouille et puis on fait ce qu'on peut. C'est pas ce que j'ai voulu dire quand j'ai écrit ce bouquin dont vient de parler Monsieur Ratier. Le partage de l'eau, à mon avis, c'est ça, l'eau, un trésor en partage. Alors, quelques belles images, ça c'est l'oasis de Tozeur, dans le Djerid en Tunisie. Nous parlerons de la Tunisie un petit moment. Alors là, c'est un pays aride, bien sûr, elle est superbe, et puis là, elle est moins belle, la même. Alors, est-ce que c'est ça qui nous attend? Autrement dit, le problème de l'eau, la raréfication de l'eau, la diminution des ressources en eau, dont on parle souvent, est-ce que ça va entraîner cette désertification-là? C'est une question qui vaut la peine d'être posée, on essaiera d'y répondre. Dans le cas qui nous intéresse ici, sur cette photo, la cause est indirectement l'eau. C'est en fait un problème de salinisation des sols. Vous savez que quand on arrose une végétation quelle qu'elle soit, eh bien l'eau s'évapore, elle est prise par les racines, s'évapore, mais le sel reste. Donc si on ne draine pas le sel, il finit par s'accumuler et les sols deviennent infertiles et la végétation meurt. Donc il y a un problème d'eau, mais c'est indirect, c'est pas une désertification par manque d'eau. Alors ça, c'est une autre image que j'ai prise à Iguaçu, qui est à la frontière entre l'Argentine et le Brésil, Amérique du Sud. J'ai eu la chance de le visiter le 30 octobre 2005. Il s'écoulait sur ces chutes qui sont superbes, 18 000 mètres cubes secondes. On le verra dans un instant. La crue à Paris en 1910, c'était 2500 mètres cubes secondes. Donc on est presque 10 fois au-dessus du débit de la Seine. Bien évidemment, c'est des rivières beaucoup plus importantes, beaucoup plus majestueuses, et surtout une zone tropicale où il pleut énormément, donc il y a des débits énormes. Ça, c'était une crue, mais disons moyenne, c'était pas la crue exceptionnelle. Donc on va commencer, si vous le voulez bien, par se poser la question, pourquoi y a-t-il de l'eau sur Terre? On va le voir dans un instant, mais vous avez ici représenté de façon schématique les 4 premières planètes dites telluriques autour du Soleil. La première, c'est Mercure, qui est très proche du Soleil, qui n'a pas d'eau, pratiquement pas d'eau. La seconde, c'est Vénus, qui est un peu plus grosse et qui a pas mal d'eau, on verra dans un instant, mais cette planète est couverte de nuages permanente, si bien qu'on ne la connaît qu'assez mal, on ne voit jamais à travers l'atmosphère de Vénus. Ensuite, la Terre, où il y a beaucoup d'eau, et Mars, où il y en a un petit peu. Donc ça, c'est les 4 premières planètes dites telluriques, c'est-à-dire formées de roches. Au-delà de cette première série des 4 planètes, vous avez la ceinture d'astéroïdes, qui est probablement une planète qui aurait dû exister, mais qui ne s'est jamais formée ou qui a été détruite. Et puis, derrière, vous avez ce qu'on appelle les planètes joviennes, qui sont des planètes gazeuses, dans lesquelles il y a beaucoup d'eau. Donc la question, pourquoi est-ce qu'il y a de l'eau sur Terre? Alors voilà la Terre, voilà Mars, on voit bien la différence, de l'eau où il n'y en a pas. Ici vous avez certaines des planètes de la Lune, qui est disons un satellite de la Terre, mais qui est absolument sec. On appelle souvent la Terre la planète bleue. Ouais,
Ouais, pourquoi pas. Mais disons que Neptune est encore plus bleu que nous. Hein. Donc là, il y a toutes ces planètes au-delà de la ceinture d'astéroïdes sont tout à fait riches en eau. Alors, Jupiter, Saturne, bon. Comment est constituée la structure interne de la Terre? Vous verrez que c'est important justement pour comprendre d'où vient l'eau. Vous savez que la Terre s'est formée par l'accumulation de petits objets qu'on appelle des planétésimaux qui se sont rencontrés les uns les autres avec des collisions, que tout ça, ces collisions successives qui se sont produites dans les 100 premiers millions d'années après la création du système solaire, eh bien, ces collisions incessantes ont fait que la Terre s'est réchauffée, s'est mise à fondre. Alors, en fondant, eh bien, il s'est distingué le noyau central qui est ferreux, hein, fer-nickel, le manteau qui est très épais, hein, qui fait environ 3000 km d'épaisseur, et puis une toute petite partie solidifiée en surface qu'on appelle la croûte. Alors, il est vraisemblable que lors de la formation de la Terre, chacune des petits planétésimaux qui ont contribué à sa formation contenait un peu d'eau. Donc cette eau s'est accumulée dans le manteau et peu à peu sortie du manteau, a été expulsée, si vous voulez. Le manteau communique avec la surface par l'intermédiaire des volcans. Hein. Tous les volcans, quand il y a une éruption volcanique, ça crache de la fumée, ça crache de la vapeur, ça crache de l'eau. Donc il y a de l'eau qui sort du manteau et qui arrive à la supérieure. Et puis, ça c'est probablement la moitié de l'eau que nous avons sur Terre. Et puis le reste, alors voilà les quantités d'eau, je les avais présentées ici. La Terre, 3 km. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on arasait toutes les montagnes et qu'on aplanissait le fond de tous les océans et qu'on avait une Terre uniforme couverte d'eau, il y aurait une épaisseur de 3 km d'eau. Vénus, il y en a 300 mètres, vous voyez, il y en a un peu moins. Mercure, il n'y en a pas. Mars, il y en a 20 cm. La Lune, il n'y en a pas, ou à peine. Enfin, on se pose la question. Il y a des gens qui prétendent qu'il y aurait un petit peu d'eau dans quelques... de façon très, très microscopique sur la Lune. Alors, évidemment, tout le monde sait qu'on voit sur Mars la présence d'anciennes rivières. Hein. Les observations, soit par des lunettes astronomiques, soit maintenant par des satellites, soit même par les objets qui se sont déplacés sur Mars, montrent qu'il est pratiquement acquis qu'il y avait de l'eau sur Mars. Donc cette eau, elle a disparu. Pourquoi ? Et la question peut se poser, est-ce que nous avions plus d'eau autrefois et qu'est-ce que nous en avons déjà perdu? La réponse est simple. En fait, sous l'effet des radiations solaires, la molécule d'eau, H2O, est décomposée par les rayonnements solaires en hydrogène plus oxygène. L'hydrogène étant léger, eh bien, il est capable de quitter le champ de gravité des planètes. Donc ce qui s'est passé sur Mars, c'est vraisemblablement cela. C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau, mais peu à peu, l'eau s'est fait décomposer en hydrogène, l'oxygène est resté, parce qu'il est lourd, mais l'hydrogène se dégage et part dans la haute, dans l'espace interplanétaire, parce que la gravité terrestre n'est pas suffisante, ou de Mars en particulier, pour le retenir. Vous savez qu'actuellement, la Terre perd son hélium. L'hélium est émis par le manteau, passe dans l'atmosphère et continue et s'en va. Hein. On a un flux permanent d'hélium qui s'en va. Alors, certains ont essayé d'estimer la quantité d'eau perdue par la Terre en 4,6 milliards d'années, et c'est environ 3 mètres. Donc vous voyez, par rapport aux 3000 mètres d'eau dont nous disposons, c'est rien. Hein. On a perdu peut-être 1/1000 de l'eau que nous avons, et il faut bien se mettre ça dans la tête. La quantité d'eau, à part ce 1/1000 qui a disparu en 4 milliards d'années, la quantité totale d'eau sur Terre est constante. Donc on ne perdra pas d'eau. Le problème de l'eau, c'est le problème de son cycle, c'est pas le problème de sa quantité, elle est constante. Alors, d'où vient l'autre moitié des eaux? Eh bien, elle vient du bombardement au début de son existence, dans le premier milliard d'années, de la Terre par des météorites pierreuses contenant un petit peu d'eau, et surtout des comètes. Alors, voilà un exemple. Il s'agit de la comète Shoemaker-Levy que l'on a repérée en août 94, enfin elle a été repérée en 93, et on a vu qu'en août 94, elle est rentrée sur Jupiter, elle a percuté Jupiter. Alors ce que vous voyez ici, c'est des morceaux de la comète, parce qu'avant même d'arriver sur Jupiter, elle s'est brisée en morceaux à cause du champ gravitaire des planètes autour desquelles elle passait. Et donc en 94, elle s'est décomposée en 6 ou 7 morceaux, et ces morceaux ont percuté,
voilà une image de Jupiter, et vous voyez les cercles jaunes, là, c'est les impacts dans l'atmosphère de Jupiter, enfin, c'est une planète gazeuse, hein, des petits morceaux de la comète qui sont arrivés. Ces morceaux de comète contiennent beaucoup d'eau. Les comètes, c'est un peu de poussière et beaucoup de glace, et donc ça fait pas mal d'eau. Et l'eau que nous avons sur Terre a probablement, au moins pour moitié, l'origine de bombardements par les comètes. Vous savez qu'en 1909, il y a eu un événement qu'on appelle l'événement de Tunguska, qui s'est produit en Sibérie. Personne ne l'a observé, il n'y avait personne sur place. Tout ce qu'on sait, c'est une expédition de l'Académie des sciences russes s'est rendue sur place quelques mois après, et sur un diamètre de plusieurs centaines de kilomètres, toute la végétation avait été rasée, il n'y avait plus rien. Il n'y a pas de traces d'impact, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de météorites, de traces de roches, de quoi que ce soit. Donc on pense qu'une comète a dû tomber à cet endroit-là, et bon, l'eau s'était ensuite évaporée et rentrée dans la Terre. Mais il y a de temps en temps des impacts de comètes qui peuvent encore amener de l'eau sur la planète aujourd'hui. Alors, maintenant nous allons parler des stocks et des flux d'eau sur Terre. Cette image est un peu compliquée, je vais en donner les éléments plus en détail en décomposant stock et flux. Il faut bien faire attention à cette histoire de stock et de flux. Bien souvent dans la presse, vous lisez des choses qui sont d'ailleurs tout à fait exactes, qui disent que sur Terre, 3% seulement de l'eau est de l'eau douce et le reste c'est de l'eau salée. Hein. Donc on dit finalement on a peu d'eau, et puis quand on va regarder les chiffres tout de suite si vous voulez, les stocks d'eau douce sur la planète, eh bien, on voit que l'essentiel se situe dans les glaces, surtout dans les glaces polaires. Le reste, c'est les eaux souterraines, les lacs intérieurs d'eau douce, l'humidité du sol, l'humidité de l'air, les rivières, et l'eau de cellules. Donc vous avez tout ça, et on voit que environ 3% de l'eau totale contenue sur Terre se trouve sous forme d'eau douce. Donc, comme si on enlève les glaces dont on ne peut pas dire grand-chose, pas beaucoup utiliser, on dit finalement on n'a pas beaucoup d'eau. Hein, et ce langage revient assez souvent dans la presse. En fait, il y a très peu d'eau douce sur Terre, et il suffit de peu de choses pour qu'on en manque. C'est d'une vision complètement erronée. Hein. Sur lequel nous vivons, c'est pas les stocks, à de rares exceptions près, je vous en parlerai dans un instant. Ce qui nous fait vivre en matière de l'eau que nous utilisons tous les jours, c'est les flux, c'est-à-dire les écoulements d'eau annuels qui se produisent sur Terre et qui sont liés par ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Donc vous avez cumulé sur ce tableau, mais je vais le reprendre plus en détail, à la fois l'existence de stocks et l'existence de flux, qui sont essentiellement l'évaporation de l'eau sur les océans et sur les continents et les précipitations. Tous les flux d'eau avec lesquels nous vivons, c'est les précipitations annuelles, les pluies. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les pluies. Alors voilà quelques chiffres. Je reviens sur mes stocks qu'on a déjà vus. Regardez la dernière ligne en bas du tableau, eau dans le manteau. Je vous dis qu'il en reste de l'eau dans le manteau. Hein. Il en reste puisque la moitié de l'eau que nous avons sur Terre vient du manteau et l'autre moitié, on a vu, vient des comètes. Mais dans le manteau, il en reste encore. C'est pour ça que les éruptions volcaniques, qui sont des remontées à la surface de lave venant de la profondeur de la Terre, contiennent encore de l'eau. Alors, personne n'est capable de dire combien il y en a. Tout dépend de la distribution de cette humidité dans le manteau. Elle est de l'ordre de 0,1%, donc c'est très peu de choses. Mais on ne sait pas, personne n'a jamais fait de sondage. Hein. Le forage le plus profond au monde, il a été fait par les Russes dans la péninsule de Kola, il fait 20 km. Hein. Or, le manteau, il commence au moins à 80 ou 100 km. Donc, personne n'est allé voir ce qu'il y a dans le manteau. On ne le voit que par les éruptions volcaniques ou par des mesures indirectes sismiques à l'intérieur de la Terre. Mais on ne sait pas si l'humidité du manteau est limitée aux premiers 1000 km ou sur toute l'épaisseur du manteau. Donc, ces chiffres sont très imprécis, mais il y aurait à peu près autant d'eau dans le manteau qu'il y en a déjà dans les océans. Hein. Alors, maintenant, posons-nous la question, est-ce que nos stocks d'eau varient? Alors je vous ai déjà dit que la perte d'eau dans la haute atmosphère par décomposition de la molécule d'eau, c'est négligeable, un millième en 4 milliards d'années. On peut se poser des questions, est-ce que dans les années récentes, et j'ai pris 1900-2000, là où on a peu à avoir des chiffres, est-ce qu'on a perdu de l'eau dans les 3 stocks d'eau douce, je remets les eaux douces, c'est-à-dire les glaces, les eaux souterraines et les lacs et rivières? Les lacs, oui. Hein, les glaces, oui. On a perdu 20 000
km3 de glace par fusion des glaciers. Ceci représente, vous voyez, 0,05% du stock de glace. Le stock de glace, il est de 28 millions de kilomètres cubes. Donc là, on en aurait perdu 20 000. C'est pas grand-chose. Hein. Les eaux souterraines, c'est très mal estimé, mais on pense que par surpompage dans les aquifères, hein, quand on fait un puits dans une nappe, en général en France, bon, on prend le flux annuel. Hein, c'est très rare que l'on baisse de façon très importante le niveau de ces eaux souterraines. Ça a été fait de façon très intense, au moins dans 2 pays, les États-Unis, dans un aquifère qui s'appelle l'aquifère de l'Ogallala, qui est au centre des États-Unis, c'est une sorte de bande verticale qui traverse tous les États. Et puis la Chine du Nord. La Chine du Nord, autour de Pékin, manque d'eau et donc a pompé vraiment de façon très exagérée, enfin très exagérée, très importante, les eaux souterraines. Et donc on aurait perdu, parmi les stocks d'eau, 2000 km3. Alors le troisième chiffre est assez intéressant quand même. Depuis que nous nous sommes mis à construire des barrages sur Terre, le volume, il y a environ 30 000 barrages d'importance, hein, de grands barrages, disons, hein, pas les toutes petites retenues collinaires, mais les grands barrages représentent à peu près 30 000 ouvrages qui ont été construits essentiellement au XXe siècle et plus particulièrement entre 1950 et 1975. C'est là qu'on a construit énormément de barrages. Et vous voyez que le volume d'eau stocké dans les barrages est très important. Autrement dit, si on s'intéresse au stock d'eau sur les continents, il a très fortement augmenté. On a augmenté par l'activité humaine la quantité d'eau douce sur Terre et non pas réduit à cause de la construction de ces barrages. Les chiffres que je donne pour la colonne 2000-2050, c'est tout à fait arbitraire. Le premier, 70 000 km3 perte des glaces, c'est basé sur... C'est facile à calculer. Hein. On pense que d'ici 2100, à cause des changements climatiques, le niveau de la mer va monter de 1 mètre. Donc, connaissant la surface de la Terre, connaissant 1 mètre d'eau, ça fait un certain volume d'eau. Et ce volume d'eau, il vient d'où? De la fusion des glaces. Donc, on peut convertir. Il faut tenir compte de la dilatation de l'océan, parce que quand l'océan se réchauffe, il se dilate. Mais enfin, les ordres de grandeur sont là. Les eaux souterraines, ça c'est vraiment très, très, très incertain. Enfin, on peut penser qu'on va quand même vider quelques nappes. Et puis, est-ce qu'on va construire des barrages en plus? C'est à regarder. Alors, j'ai mis un dernier chiffre en dessous qui est celui-là très important. Combien de glace avons-nous perdu en 20 000 ans? Ça, on le connaît à peu près, puisqu'il y a 20 000 ans, la Terre était dans une période glaciaire, et donc les glaces polaires et de montagne étaient beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Donc on peut convertir de la même façon les 120 mètres d'eau que nous avons gagnés en eau salée, et donc perdus en eau douce, et on s'aperçoit que le volume des calottes glaciaires a probablement diminué par 2 depuis 20 000 ans. On a perdu la moitié de nos glaces. Donc s'il y a eu une variation importante du stock de d'eau, c'est là. Hein, c'est tout à fait naturel. C'est entre moins 20 000 ans et moins quelques centaines d'années. On a diminué par 2 le stock de glace, mais finalement, c'est pas là-dessus que nous vivons. Nous ne vivons pas sur les stocks, nous vivons sur les flux, comme nous allons le voir. Alors, j'en arrive au cycle de l'eau. Ceci, c'est schématique. Ça représente à gauche les continents et puis à droite l'océan. Alors, juste pour, je dirais, faire un tout petit peu d'histoire, il est amusant de se souvenir que les Grecs qui avaient réfléchi au problème du cycle de l'eau s'étaient dit, attendez, il y a un truc qui ne va pas là. Premièrement, les fleuves continuent à couler toute l'année et le niveau des mers ne monte pas. Pas normal. Vous ouvrez un robinet dans une baignoire, hein, ben, s'il continue à couler, le niveau de la baignoire monte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les fleuves, on les voit couler tout le temps et le niveau des mers ne monte pas. Bon. Deuxième chose surprenante, la petite flèche bleue, là, ça représente les sources. Les sources, elles coulent toute l'année, quand il ne pleut pas. Les fleuves, ils coulent toute l'année quand il ne pleut pas. Donc c'est pas normal. Quand il pleut, on voit très bien l'eau qui se ruisselle, qui arrive finalement et va se jeter dans les fleuves, là, tout le monde comprend, c'est se voit. Mais comment ça se fait que quand il ne pleut pas, il y a toujours de l'eau dans les rivières? C'est pas normal. Donc ils se sont dit, il faut relier les deux choses. Alors, la solution pour eux, c'est ce qu'on appelle le cycle per descensum, c'est-à-dire en descendant. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est très simple. L'eau de mer s'infiltre dans le fond de la mer,
Elle passe dans les terrains, elle se dessale. Et puis là, l'espèce de boucle à pointillé rouge, c'est un processus thermodynamique qui n'était pas très élaboré. Et puis elle remonte dans les sources. Donc le cycle de l'eau, c'est l'infiltration de l'eau de mer dans le fond de la mer. Elle remonte et elle ressort dans les sources. Donc voilà, c'était ça. Et ça a, disons, perduré, cette explication qui est fausse, je vous le dis tout de suite, elle a perduré jusqu'au début du XVIIIe siècle. Pendant tous les temps anciens, le cycle de l'eau, c'était ça. Et la pluie, c'était rien du tout. Alors, qui a montré que c'était faux? C'est Perrault. Perrault, qui était un Français, et lui a étudié le cycle de l'eau sur le bassin de la Seine, justement. Et il a mesuré le débit de la Seine, il a fait une mesure de temps en temps, et il a extrapolé le débit apporté par la Seine en mer du Nord, dans la Manche, sur un an. Et puis il a comparé ça au volume d'eau apporté sur le bassin de la Seine, que nous verrons dans un moment, pendant un an. Et il a montré que le volume des pluies était très supérieur au volume de l'eau qui s'écoulait dans les rivières. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher de l'eau par en dessous, il suffisait de dire la pluie se stocke quelque part, elle se stocke en fait dans les nappes, et c'est elle qui alimente les rivières quand il ne pleut pas. Donc ça, c'était la première explication qui montrait qu'on n'avait pas besoin de faire venir de l'eau par en dessous. La deuxième explication, pour dire pourquoi le niveau de la mer ne monte pas quand les fleuves se jettent dedans, elle a été donnée par Halley. Halley est un physicien anglais, c'est lui qui a donné son nom à la comète de Halley. Et lui, il a fait le bilan, un peu de la même façon, sur la Méditerranée. Et il a fait deux choses, il a mesuré le débit des grands fleuves arrivant en Méditerranée, qui ne sont pas très nombreux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Rhône, il y a le Nil et il y a le Danube. Les autres, c'est des petits fleuves par rapport à ces trois grands fleuves. Donc il a essayé d'estimer à peu près la quantité d'eau qui arrivait chaque année par ces trois fleuves. Et puis, il a fait une expérience d'évaporation, c'est-à-dire qu'il a mis un bac au bord de la mer, du côté en France, un petit bac d'eau dans lequel il a regardé combien d'eau s'évaporait. Donc il rajoutait tous les jours un peu d'eau pour maintenir son bac à niveau constant, et il a mesuré la quantité d'eau perdue par évaporation par la Méditerranée, et il s'est aperçu de la même façon que la quantité perdue par évaporation était supérieure à l'apport des fleuves, ce qui s'explique parce qu'en fait, vous savez qu'à Gibraltar, une partie de l'eau de l'Atlantique entre en Méditerranée parce que justement la mer Méditerranée est en déficit, elle évapore plus qu'elle ne reçoit d'eau par ses fleuves. Donc le site Pierre des Saints-Hommes n'a été abandonné à partir de du XVIIIe siècle. Il y a encore des livres d'école, je sais qu'il y a une enseignante dans la salle, mais il y a des livres d'école du XIXe siècle en France qui enseignent toujours, donc 100 ans après, le cycle Pierre des Saints-Hommes. Donc ça a mis un certain temps. Il y a une certaine temps de latence entre les idées nouvelles et le fait qu'elles soient enseignées correctement. Le cycle de réel, vous le connaissez, c'est le cycle Pierre à Saint-Somme. C'est donc évaporation sur la mer et sur les continents, et puis précipitation à partir des nuages sur la mer et sur les continents. Alors voilà quelques chiffres, on va aller vite. Les océans évaporent 413 000 km3 par an et les continents évaporent 73 000 km3 par an, ce qui fait que les nuages reçoivent chaque année 486 000 km3 par an. Les précipitations sont égales aux alimentations par l'évaporation, puisque la quantité d'eau stockée dans l'atmosphère est toute petite, il n'y a pas de stock, c'est vraiment un stock qui roule sans arrêt. Et vous voyez que, si je regarde les continents, ils évaporaient 73 000 et ils reçoivent 113 000. Donc ils reçoivent plus qu'ils ne perdent. Alors voilà le bilan. C'est des bilans qui ont été établis initialement par l'école soviétique d'hydrologie, un certain Chiklomanov, et maintenant par des Américains. Ce sont des chiffres qui varient un peu. Entre la version 2003 et la version 2007, les chiffres ont quand même pas mal varié. Enfin bon, c'est des estimations, il ne faut surtout pas prendre ça pour de l'argent comptant. Donc les deux chiffres bleus, on les a déjà vus. 113 000, c'est le total des précipitations sur les continents. 73 000, c'est le total de l'évaporation et de la transpiration des végétaux. On appelle ça l'évapotranspiration. Parce que vous savez que dès qu'il y a une surface continentale qui reçoit suffisamment d'eau, eh bien une végétation s'y installe, les racines de ces végétaux vont puiser l'eau dans le sol, la transforment aux feuilles, les feuilles l'évaporent, et donc on a directement une évaporation sur les plans d'eau, une évaporation des sols humides et une transpiration par les végétaux, et c'est la totalité des deux qui est représentée par ces 73 000. Alors la différence entre 73 et 113, c'est à peu près, là il y a une petite, c'est 40, sur le chiffre, il y a 39 400, bon ça fait rien.
Écoulement 36 000, ça c'est ce qui s'écoule dans les rivières ou dans les nappes. Et le chiffre qui est ici sur la gauche, c'est la fusion des icebergs, 3400. Donc ça, il s'agit des glaces continentales, c'est-à-dire le Groenland et l'Antarctique, qui, vous savez, sont rechargés par la neige au centre de ces Islandis, et ensuite, sur le bord, la glace coule et finalement arrive en mer et se délite sous forme d'iceberg qui fondent. C'est ça le flux, 3400 km3. On en reparlera un petit peu la troisième conférence pour savoir si on peut essayer d'utiliser cette eau-là, hein, parce que ça fait quand même beaucoup d'eau. Mais disons que ça ne compte pas la glace de mer. Au pôle Nord, il n'y a pas de continent. Vous savez que ce sont des glaces flottantes. Donc ça, c'est la pluie sur les océans. Elle n'est pas comptée dans ces chiffres-là. C'est la pluie qui tombe sur les océans sous forme de neige, qui reste sous forme de glace, mais qui n'est pas comptée dans le bilan continental. Alors, sur les écoulements, 36 000 km3 par an, eh bien, il y a environ 26 000 qui coulent dans les rivières quand il pleut. Et le reste, les 10 000 qui manquent, sont ce qu'on appelle les écoulements souterrains, c'est-à-dire ceux qui passent par l'intérieur de la Terre, par les pores et les fractures des roches de surface, et qui alimentent soit directement les océans pour 2200, soit les rivières pour 7800 km3. C'est ce chiffre-là qui fait que les rivières coulent quand il ne pleut pas. C'est à cause de ce cycle souterrain. Alors, j'ai mis un chiffre ici tout à fait discutable, qui est la quantité dite récupérable des écoulements. Vous avez vu que ce chiffre d'écoulement, il est de l'ordre de 36 000. On dit comme ça, un peu, c'est un chiffre qui court, que le tiers de ces écoulements, à peu près, serait récupérable par l'homme. Donc notre ressource, si on se limitait à celle-là, serait de 13 500 km3. Alors, je vous fais ici une petite parenthèse en vous disant, il faut faire très attention quand on parle de ressources en eau pour l'homme. Pourquoi ? Attendez, j'ai oublié un truc là. C'est simplement de la terminologie. On appelle eau verte l'eau qui s'évapore directement sur les sols, parce que c'est elle qui alimente la végétation. Alors quand on parlera d'agriculture pluviale, c'est-à-dire d'agriculture qui n'est pas irriguée, qui reçoit donc directement l'eau de la pluie, eh bien on parlera de l'eau verte. En revanche, l'eau que l'on va prélever dans les milieux naturels, c'est-à-dire dans les rivières, dans les barrages ou même dans les nappes, qui est une eau, disons, détournée par l'homme ou prise par l'homme, on l'appelle l'eau bleue. Donc on reverra plus tard, la prochaine fois, ces deux chiffres, ces deux termes. Oui, alors je vous disais, un tiers des eaux d'écoulement seraient récupérables par l'homme. Est-ce que l'eau est entièrement disponible pour l'homme? Eh bien, j'aime bien cette image qui a été prise dans le delta de l'Okavango. L'Okavango, c'est un grand fleuve qui traverse la Namibie, donc dans l'Afrique australe, qui prend sa source dans la zone tropicale et qui finalement avance vers le sud et se perd dans les déserts complètement arides. Donc c'est un fleuve qui n'a pas d'exutoire en mer. C'est un système qu'on appelle des systèmes endoréiques. Bon, à l'arrivée dans ce paysage un peu désertique, eh bien, il y a toute une faune, il y a des animaux, il y a cet animal qui se baigne, etc. Et si vous voulez, à la limite, on pourrait peut-être dire que cette eau, on pourrait la récupérer, puisqu'elle va se perdre dans le désert. Et il y a d'énormes projets en Namibie, justement, pour détourner cette eau, en faire du tourisme, en faire de l'agriculture, ou même l'utiliser pour des exploitations minières. Et s'il n'y a plus d'eau là-dedans, notre ami, là, il va disparaître. Il va disparaître. Donc, il faut bien réfléchir au fait que nous ne sommes pas les seuls à avoir besoin d'eau sur Terre, et donc que quand on dit telle ressource pour l'homme est de temps, eh ben, elle est toujours prise aux dépens de quelqu'un. Si vous réfléchissez un instant, plaçons-nous 10 000 ans plus tôt. Il y a 10 000 ans, bon, les humains étaient en très petit nombre, donc les prélèvements d'humanité sur l'eau étaient, disons, négligeables ou ridicules. Donc les écosystèmes, eh bien, ils utilisaient l'eau disponible. Les écosystèmes, ils ne sont pas idiots. À partir du moment où il y a une ressource, eh bien, ils vont se développer jusqu'à l'utiliser en totalité. Donc si vous avez, par exemple, un magnifique lac d'eau douce, eh bien, il va se développer dans ce lac des végétations aquatiques, il va se développer une faune aquatique, il va se développer des microfaunes, il va se développer énormément de choses, et elles vont utiliser l'espace et les ressources
au maximum. Et ils vont essayer de trouver des niches écologiques pour pouvoir mettre de nouveaux systèmes qui vont utiliser ce que d'autres n'ont pas utilisé. Donc, a priori, les écosystèmes utilisent tout. Donc, quand on arrive, nous, hommes, on ne peut pas dire qu'on nous a réservé un morceau d'eau inutilisé que l'on va pouvoir utiliser. C'est pas vrai. On l'apprend toujours à quelqu'un. Alors, ça peut être lui, ça peut être un éléphant, ça peut être des choses qu'on ne voit pas, des animaux microscopiques, etc. Mais il ne faut pas rêver. Il n'y a pas d'eau disponible. On la prend toujours à quelqu'un et on diminue le pourcentage de l'eau naturelle qui est laissée au système naturel écologique. Donc aujourd'hui, vous allez voir, ce sera une des conclusions sur lesquelles nous arriverons le troisième exposé, ou peut-être même le deuxième, c'est que le problème se pose de cette façon. Est-ce qu'on peut continuer à augmenter nos prélèvements et conserver des systèmes écologiques, de la biodiversité, des grands animaux, etc., dans la Terre telle que nous la connaissons aujourd'hui, tout en continuant à augmenter notre part? Donc le vrai problème de l'eau, il est là. Il n'est pas qu'on manque d'eau. Il est qu'on en prend de plus en plus par rapport à d'autres. Alors j'ai quelques exemples, je vais aller vite. Oui, mais bon, je vous parle quand même du barrage des Trois Gorges. C'est un peu anecdotique. Vous connaissez le barrage des Trois Gorges en Chine. Il a été construit et mis en eau en 2004. Eh bien, là, je me situe à l'aval du Yangtze. Et voilà ce qui peut se passer. Cette photo n'est pas prise en Chine. En construisant la retenue, eh bien, toutes les particules argileuses ou rocheuses contenues dans le Yangtze sédimentent. Donc la teneur en sédiments à l'aval du barrage est beaucoup plus faible. Et en particulier, si on mesure le rapport silice sur azote, SI sur N, eh bien on voit qu'avant la construction du barrage, en 98, il y avait beaucoup de silice, pas beaucoup d'azote, et en 2004, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de silice, parce que la silice est retenue par les sédiments. Donc les algues qui dépendent de la teneur en silice ou en azote, eh bien, sont en train de changer. Et au lieu d'avoir des diatomées qui sont des algues à squelette siliceux, on est en train de les remplacer par des algues qu'on appelle les cyanophycées, donc qui n'ont pas besoin de silice pour se reproduire et pour se développer, et qui sont des algues beaucoup plus toxiques. On peut avoir des cyanophycées qui génèrent des toxines, et ça, cette photo qui était prise en mer du Nord est due à ce phénomène-là. Mais là, c'est pas le manque de silice, c'est l'excès d'azote rejeté par les installations agricoles. Bon, alors voilà maintenant, passons au cycle souterrain des eaux. Je vous ai parlé donc du cycle général et je vous ai dit les eaux souterraines, c'est important puisque c'est ça qui permet en particulier que les rivières coulent quand il ne pleut pas. Alors voilà un petit schéma qui vous montre la partie un peu brune au sommet, ce sont des terrains disons perméables, ça peut être des sables, ça peut être des calcaires, ça peut être des marnes aussi. Ces roches laissent passer l'eau, donc la pluie qui arrive en surface s'infiltre en partie. Et là, j'ai représenté une petite rivière au centre de cette vallée. Et vous voyez, les écoulements souterrains, ils vont transférer l'eau de pluie qui s'est restée verticalement pour venir alimenter la rivière. Et comme les écoulements souterrains sont extrêmement lents, pour vous donner un ordre de grandeur, une nappe a des vitesses de l'eau qui sont de 1 à 10 mètres par an. Donc c'est très lent. Donc l'eau arrive finalement et alimente les rivières. Alors ça, c'est un schéma de pays tempérés. Voilà le même en pays arides. Alors vous savez que dans les pays arides, en particulier dans le pays arabe, on ne parle pas de rivière, on parle de wadi. Et les wadis sont des fleuves temporaires. C'est des fleuves qui ne coulent pas toute l'année, à de rares exceptions près. Pourquoi? Parce que le système est renversé. L'infiltration de la pluie en surface est très faible. Pourquoi? Parce que l'évaporation étant très intense, toute l'eau de pluie qui s'accumule dans le sol en surface, finalement est reprise par la végétation ou même repris directement par l'évaporation et remonte. Donc il n'y a pas d'infiltration profonde. Donc les nappes sont basses. En revanche, quand il y a une pluie violente, eh bien l'eau ruisselle, comme ici, mais elle ruisselle même de façon plus importante parce que la végétation est plus faible. Donc il y a moins de rétention de l'eau par le sol et les crues dans les pays arides sont beaucoup plus violentes qu'elles ne le sont dans nos pays. Alors, l'eau arrive dans les oueds, ils se mettent à couler, et quand ils coulent, ils perdent de l'eau par leur fond. Donc l'alimentation des nappes dans les pays arides est l'inverse de ce qui se passe dans les pays tempérés. Ce n'est pas les nappes qui alimentent les rivières, c'est les rivières qui alimentent les nappes pendant les quelques mois ou quelques jours où il pleut
et à cause du ruissellement. Donc vous voyez des écoulements qui sont complètement différents. Et finalement, ces eaux, au lieu d'être drainées par les rivières, finissent par aboutir tout en bas et aboutissent le plus souvent à ce qu'on appelle des septcras ou des chottes, c'est-à-dire ce sont des zones désertiques dans lesquelles les eaux ressortent, s'évaporent en surface et ça fait une croûte de sel. Donc beaucoup de rivières dans les pays arides n'arrivent jamais à la mer, elles arrivent dans ces plaines où elles sortent et elles s'évaporent et vous avez des plaines de sol salé. C'est les grands lacs salés américains, c'est ce qu'on appelle les playas dans le monde espagnol et qu'on appelle les chottes ou les septcras dans le monde arabe. Alors, troisième type de nappe, un peu plus profonde, ce qu'on appelle les nappes captives. Ce serait un bon exemple d'une nappe que certains d'entre vous connaissent peut-être, qu'on appelle la nappe de l'Albien, dans la région parisienne, qui se situe en fait à 500 mètres sous nos pieds. Vous voyez, c'est une nappe beaucoup plus profonde, alors que les premières dont je vous ai parlé, c'était des nappes très superficielles. Eh bien, cette nappe-là, elle affleure ici, donc elle s'infiltre, elle est alimentée en eau dans l'Yonne, à peu près, hein, donc au sud de Paris. L'eau s'enfonce dans cette couche de sable qui est recouverte ensuite par des séries peu perméables. Je ne sais pas détailler, mais il y a en tout cas ce qu'on appelle les argiles du Gau, et puis de la craie, d'autres séries. Et l'eau, finalement, est en quelque sorte enfermée dans une conduite, un peu comme dans un tuyau, si vous voulez, et elle finit par ressortir quelque part, et pour la nappe de l'Albien, elle va s'écouler en mer, elle retourne dans la Seine finalement, mais presque du côté du Havre et de Rouen. Hein. Donc elle est perdue pour l'utilisation. Et à Paris, eh bien, on peut la capter par des forages, le premier forage ayant été fait en 1840 à peu près, à la place de Grenelle. Donc ces forages sont parfois artésiens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a percé le toit de la couche, l'eau est en pression, c'est un peu comme un siphon si vous voulez, et l'eau remonte en jet et peut faire de splendides fontaines en surface. Donc voilà les trois types de nappes. Je parlerai très rapidement des systèmes karstiques. Ceci, c'est un type de nappe superficielle que l'on rencontre assez peu en région parisienne, mais beaucoup plus dans le sud de la France, où vous avez de grands plateaux calcaires, en particulier le Larzac, où l'eau, quand elle tombe en pluie, se charge un petit peu de gaz carbonique, d'acide carbonique, CO2, et permet de dissoudre le calcaire. Vous savez que quand vous avez une casserole qui est sale, vous mettez un peu de vinaigre dedans et ça le dissout. Hein. Donc les acides, et en particulier l'acide carbonique, CO2, dissous dans l'eau, permet de dissoudre les roches. Donc ça fait des trous, et ça finit par faire des cavités souterraines, ce qu'on appelle parfois des rivières souterraines. Vous voyez quelques images là-dessus. J'insiste pas trop parce que cette image-là est très répandue dans le public. Tout le monde parle de rivières souterraines, hein, mais ce n'est vrai, ça n'existe que quand on est en pays calcaire. Parler de rivières souterraines ici, dans la région parisienne, ça n'a pas de sens. Hein. On a des écoulements continus dans des tout petits trous dans les roches qui sont ce qu'on appelle des pores, hein, et on n'a pas ce système. Enfin, c'est passionnant. Des gens qui passent leur vie à faire de la spéléologie pour aller visiter tout ça, cartographier tout ça, et il y a énormément, dans les pays calcaires, de travaux à faire sur ces types d'écoulements souterrains, mais soyons bien conscients que c'est l'exception et non pas la règle générale. Alors là, je vais passer vite pour vous donner un exemple de très grands aquifères. Là, nous sommes au Sahara, hein, un aquifère qui, vous voyez, qui mesure à peu près 1 millier de kilomètres hein, d'extension latérale et 500 kilomètres, c'est plus grand que la France, tout ça. Hein. Et ça, c'est un aquifère dans lequel les eaux actuellement sont fossiles, ou presque fossiles. C'est-à-dire que ce sont des eaux qui se sont infiltrées dans cette nappe probablement entre moins 10 000 et moins 5 000 ans par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'en a fait un tout petit peu sur la partie nord-ouest, vous voyez, 30 mètres cubes secondes. Il en sort dans les chottes environ 10 mètres cubes secondes, en mer à peu près 5, et l'essentiel des pompages qui sont réalisés par les trois pays, Algérie, Tunisie et Libye, s'élève à 70 mètres cubes secondes. Donc vous voyez que là, c'est un des rares cas au monde où on vit sur les stocks, puisqu'on exploite 70 alors que l'alimentation est de 30. Donc on surexploite les ressources de la nappe, et là le niveau de la nappe est en train de baisser, mais elle est tellement grande qu'au rythme actuel, il faudrait probablement 2000 ans pour la vider. Donc là, c'est un des rares exemples où effectivement on ne vit pas sur les flux, parce que les flux sont insuffisants, on est dans le désert, mais on vit sur les stocks. Bon. Alors, regardons un peu maintenant les répartitions des précipitations sur Terre. Donc vous avez ici une image satellitaire qui montre très bien hein, ce qu'on appelle la ceinture désertique,
ceinture désertique, c'est le Sahara dont on vient de parler, qui se prolonge par l'Arabie, qui se prolonge par l'Iran, qui se prolonge par la Chine, hein, avec le désert de Taklamakan et le désert de Gobi, et que l'on retrouve un peu de l'autre côté, en Amérique du Nord, avec le Nouveau-Mexique et le Mexique, et même de l'autre côté, dans l'hémisphère sud, vous avez la Namibie, qui est dans cette partie un peu plus claire de l'Afrique du Sud, et puis vous avez des régions arides aussi en Amérique du Sud et en Australie, dans la partie actuelle. Bon. Voilà une représentation un petit peu plus quantitative de cette variation de la pluviométrie avec la latitude. Vous avez sur cette image, à gauche, un pôle, ça peut être le pôle Nord ou le pôle Sud, et à droite, l'équateur. Donc c'est une coupe, si vous voulez, allant du pôle à l'équateur. Alors regardons en bleu la courbe des précipitations, dont l'échelle est ici à droite en millimètres par an. On mesure la pluie en millimètres, mais vous devez en entendre parler quand on vous donne les bulletins météo. Ça veut dire quoi la pluie en millimètres? Ça veut dire que si on était dehors et si nous mettions ici un bac carré, disons de 1 mètre sur 1 mètre ou de 2 mètres sur 2 mètres, ça n'a pas d'importance, et qu'on regarde ce qui se passe pendant un orage. S'il pleut 10 mm, ça veut dire qu'au bout de la pluie, au fond du bac, il y a 10 mm d'eau, donc 1 cm d'eau. Et si on laissait le bac dehors toute l'année, et qu'on laissait l'eau s'accumuler toute l'année à l'intérieur de ce bac, en empêchant qu'elle s'évapore, parce qu'évidemment, si elle s'évapore, ça disparaît, c'est facile à faire, il suffit de mettre une petite couche d'huile qui va empêcher l'eau de s'évaporer, et bien on verrait qu'au bout d'une année, nous sommes à peu près dans la zone tempérée, il y aurait une hauteur de 700 mm d'eau. Donc c'est que ça qu'on mesure en donnant les précipitations en millimètres par an, c'est la quantité d'eau qui s'accumule dans un bac, quelle que soit sa dimension. Que vous mettiez un bac d'1 mètre carré ou de 10 mètres carrés, c'est la même chose. Il pleut partout la même quantité, donc le niveau le montrait de la même façon. Donc vous voyez, nous partons de ce qu'on appelle la ceinture des déserts froids. Contrairement à ce qu'on peut penser, sur les pôles, il pleut très peu. Alors vous voyez, ça monte, on arrive dans la zone, nous avons le privilège de vivre, à peu près la zone tempérée, où on arrive à un peu moins de millimètres. À Paris, de 1000 millimètres, à Paris, à peu près 700. 650, 700. Et puis ensuite, ça redescend quand on arrive dans la ceinture désertique. Alors ça, c'est le Sahara, vous voyez, où il pleut pratiquement plus du tout. Et puis ça remonte, et les maxima pluviométriques se situent dans la zone équatoriale ou tropicale. Donc là, on arrive jusqu'à presque plus de 2 mètres d'eau par an. Il pleut énormément dans ces zones-là. Vous voyez que la température est beaucoup plus uniforme, ça monte, c'est le rouge, et l'échelle est à gauche, ça monte de 0 à environ, disons dans la ceinture désertique, en moyenne annuelle 30 degrés, et puis ça reste à peu près constant dans la zone tropicale. Alors, sur cette distribution longitudinale, se rajoute ce qu'on appelle l'effet orographique, c'est-à-dire que si vous montez en montagne, eh bien, les précipitations en moyenne doublent tous les 2 mm. Donc si vous allez par exemple sur le Mont Blanc, on va à peu près 6 mm, donc vous avez 3 fois plus d'eau sur le Mont Blanc. Donc on va se retrouver, le Mont Blanc est à peu près dans la zone tempérée à 1000, on doit avoir à peu près 3000 mm d'eau par an au sommet du Mont Blanc. Donc les grandes montagnes, c'est-à-dire pour nous les Alpes, l'Himalaya en Inde, enfin en Asie, les montagnes rocheuses en Amérique du Nord, la cordillère des Andes, l'Éthiopie, tous ces hautes montagnes ou plateaux sont ce qu'on appelle les châteaux d'eau de la planète. C'est là que se situent les très grands réservoirs en eau, et c'est là que coulent tous les grands fleuves qui alimentent les zones intérieures. Il pleut un peu plus près des côtes qu'à l'intérieur des continents, parce que, comme vous l'avez vu, une partie importante de la pluie provient de l'alimentation des nuages par la pluie. Alors, j'anticipe un peu ce que je dirai la prochaine fois. 21% de l'humanité... On n'est pas très malin en tant qu'homme. Au lieu de se mettre là où il y a de l'eau, on s'est mis là où il fait sec. Donc 21% de l'humanité s'est concentrée dans les steppes et les zones arides avec simplement 2% des ressources en eau de la planète. Donc on n'a pas une distribution intelligente, si je puis dire. Alors c'est l'histoire, c'est tout ce que vous voulez, mais on ne s'est pas mis là où il y a de l'eau. Alors évidemment, si on dit que maintenant on se plaint de la sécheresse, on n'a pas peut-être fait ce qu'il fallait. Bon. Ceci est une comparaison des précipitations à Paris et Montpellier. Vous avez ici les moyennes et les histogrammes des pluies sur une assez longue période, 1873-1993, donc 120 ans. En bleu, Montpellier, en rouge, Paris. Alors, regardons bien ce que ça veut dire. On a donc 120 ans de données de pluie, moyenne annuelle. La pluie, elle est donnée dans les échelles qui est du bas. Je prends par exemple le 1, 2, 3, 4, 5e petit
petit intervalle, 500-599, c'est-à-dire les pluies entre 500 et 600 mm par an. Eh bien, vous voyez sur le nombre de barres, eh bien, vous voyez que, par exemple, à Paris, il y a eu environ 37 années où il a plu cette quantité-là. C'est ce qu'on appelle un histogramme. Donc, sur les 120 ans de précipitations disponibles, 37 ans ont eu une pluie de l'ordre de 500-600 mm. Il y en a à peu près 34 qui ont eu une pluie de 600-700, etc. Vous voyez, donc par exemple, les pluies, la moyenne les plus importantes, on a 3 années à peu près dont la pluie était comprise entre 800 et 900 mm à Paris, c'est le rouge, hein, et au contraire, on a peut-être une ou deux années où la pluie était comprise entre 200 et 299. Donc vous voyez, c'est l'histogramme des pluies, on reverra ça dans un instant. On appelle ça un histogramme, c'est une sorte de mise en évidence, si vous voulez, de la probabilité de distribution. On dirait que la pluie la plus probable, elle est comprise entre 600 et 700 et 800. Hein, c'est dans les deux pointes rouges. Hein, on voit les plus nombreuses sont là. Et puis les pluies extrêmes, quand il pleut énormément, eh bien c'est c'est 3 fois en 120 ans ou une fois en 120 ans pour les pluies les plus minimes. Alors, si vous regardez maintenant Montpellier, c'est les bleus. Eh bien, vous voyez que le spectre est beaucoup plus large. C'est-à-dire que Montpellier va de 300-400 jusqu'à 1400. Hein. Donc vous avez ce qu'on appelle un écart type, c'est-à-dire une variabilité interannuelle beaucoup plus importante dans un pays un peu plus sec. Hein. Les pays arides sont beaucoup plus variables en quantité d'eau que ne le sont les pays tempérés de la zone nord. Hein. Et si vous regardez maintenant les moyennes, vous voyez que à Paris, il est tombé sur ces 120 ans 611 mm et un peu plus à Montpellier. Mais vous voyez que Montpellier va de 311 en minimum à 1352 en maximum, alors que Paris est beaucoup plus rassemblé, 270 à 280. Donc les pays tempérés, c'est ça, il pleut pas mal et la variabilité n'est pas trop grande. Hein, alors que si on se déplace vers le sud, eh bien on a cette variabilité plus importante qui est illustrée par ces choses bleues. Alors, je vais vous parler un instant de sécheresse et crue. J'espère que quelqu'un contrôle le temps. Monsieur Ratier, vous me surveillez, hein, parce que j'ai parfois tendance à être bavard. Je vais vous parler un peu de la crue de 1910, rapidement. Mais cette photo est quand même très belle. C'est le pont Marie. Je ne sais pas si vous avez vu le pont Marie de cette façon-là. Hein, et vous voyez qu'à Paris, elle n'est pas très jolie la photo, mais vous voyez pratiquement qu'on traverserait la Seine à pied. Il y a des étés à Paris où il y a tellement peu d'eau dans la Seine qu'on arriverait... Alors ça doit correspondre à l'année où il a plu 300 mm, c'est-à-dire que tout était à sec. Et en plus, c'est une année de guerre, c'est 1843, je crois. Et les digues qui maintiennent le niveau, enfin, les écluses qui maintiennent le niveau de la Seine à peu près constant, avaient été abîmées par les effets de guerre, et donc il y avait plutôt la Seine. Donc vous voyez qu'à Paris, on peut avoir des variations extrêmement importantes qu'on ne voit plus aujourd'hui à cause des aménagements qu'on a fait. Alors voilà la crue de 1910, très vite, c'est une belle image. Voilà l'histoire de la crue. Vous avez ici la pointe, hein, vous voyez cette courbe blanche qui passe par une première boche, on dirait un chameau là, et la pointe de crue qui est montée jusqu'à la côte, alors où est-ce qu'elle est, 1910, 7,62 m, eh bien, elle s'est produite le 28 janvier, hein, c'est ça. Donc vous avez, alors l'historique de la crue, ensuite vous voyez que ça a redescendu, puis ça a remonté, ça fait tout ça. Hein. Enfin, le pic de crue qui a inondé Paris, et l'ensemble de la crue a duré presque 3 mois, hein, c'est pas un truc lent. Alors, voilà les hauteurs de crue reconnues depuis 1658, hein, toujours mesurées au pont d'Austerlitz, ou reconverties au pont d'Austerlitz. La plus importante, c'est pas 1910, c'est 1658. 2500 mètres cubes secondes, 1910, on en a parlé, 1741, 1955, 1924. Vous voyez, donc c'est pas un phénomène qui se reproduit de façon très rare. Et encore 1910 n'est pas la plus importante. Il y en a peut-être eu avant que tout le monde a oublié. Hein. Alors comment ça se produit, les crues de la Seine? Ce sont des crues lentes. Elle va se reproduire, pas en 1910 bien évidemment. On dit que c'est une crue centennale, ça voudrait dire qu'en moyenne elle se produit tous les 100 ans. Mais ça veut pas dire tous les 100 ans calendaires, ça veut dire en moyenne. Ça veut dire que sur 1000 ans, on devrait expérimenter environ 10 crues centennales. C'est ça que ça veut dire. Mais on est absolument incapable de dire si ce sera demain, dans 10 ans, dans 5 ans ou dans 20 ans. C'est simplement qu'en moyenne, il y a une chance sur 100 tous les ans d'avoir une crue centennale. Alors, les crues de la Seine viennent des précipitations qui proviennent de l'océan Atlantique. Donc ce sont des crues qui sont engendrées par des précipitations venant de l'océan,
par des instabilités en fait qui viennent de l'Islande. Pour qu'il y ait une crue, il faut qu'il y ait des vagues de précipitations de plusieurs jours qui se succèdent. La crue, l'origine de la crue commence à l'automne 1909. Les mois de septembre, octobre et décembre sont 2 fois plus pluvieux que les normales. Les sols sont saturés d'eau. Début janvier, les pluies reprennent. 4 jours de fortes pluies dans l'Yonne, 18 au 21 janvier, vont alors fortement faire monter le niveau de l'eau en amont. Donc en fait, si vous voulez, c'est un bassin complètement saturé d'eau, des séries de pluies qui ont donné des déluvis élevés dans la Marne et la Seine, et puis la catastrophe, si vous voulez, un peu comme à Waterloo, c'est des précipitations importantes sur Lyon. Lyon est beaucoup plus rapide et beaucoup plus nerveuse que les autres, qui ont fait que tout a débordé. Mais on a 3 jours. Vous voyez, c'est le 21 janvier que les pluies sont fortes, et la crue arrive à Paris. Elle a commencé à monter, hein, mais elle arrive à Paris, en fait, de façon très importante, le 24, 25, et puis elle est maximum le 28. Donc la crue à Paris n'est pas dangereuse. On a le temps de se sortir des zones dangereuses. On aura beaucoup d'ennuis, beaucoup de dépenses, beaucoup de catastrophes, mais pas de gens emportés par les eaux. C'est pas le type de crue qu'on obtient dans le midi de la France où vous avez des gens qui sont véritablement emportés par les eaux. On pourrait en parler si vous avez des questions sur la crue de 1910, qu'est-ce qui pourrait se faire si elle se reproduisait, mais disons qu'on est soumis à ce genre de choses, c'est normal, et ça se produit, de façon assez sporadique. Depuis 1910, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit 4 barrages, le barrage de Panessières-sur-Lyon et 3 grands barrages, Marne, Aube et Seine, pour essayer de stocker une partie des eaux dans les têtes de bassin et éviter que Paris ne soit sous l'eau. C'est des faits limités. Hein. Si tous les barrages étaient vides au moment où on voudrait qu'ils le soient et qu'on les remplissait pour empêcher la crue, on baisserait la crue à Paris de 50 cm. Donc c'est pas fantastique, hein. On n'est pas à l'abri de la crue. Et puis malheureusement, quand on a construit Nogent, la station, la centrale thermique de Nogent, eh bien on a élargi un peu le gabarit de la Seine, si bien qu'on accélère l'arrivée de l'eau à Paris. Donc tout ça fait qu'on a peut-être gagné 20 cm simplement, les 2 effets se contradisant, sur la crue. Je passe sur celle-là, et je voudrais vous parler de sécheresse au Sahel, hein, qui est aussi toujours sur la variation des précipitations. Vous avez tous entendu parler des sécheresses importantes au Sahel dans les années 70. Voilà, je vais vous montrer les débits du Sénégal à Bakel et les débits du Niger à Koulikoro. Alors je reprends sur la carte, vous voyez, le Sénégal c'est ce petit fleuve tout à fait sur la gauche qui va se jeter, qui entoure Dakar. Dakar c'est la pointe ici de l'Afrique, et ce fleuve qui n'est pas très long, on mesure son débit à Bakel et il draine, si vous voulez, cette partie-là du Sahel. Et en revanche, le Niger, qui est un fleuve qui fait cette grande boucle qui remonte vers le Mali et puis qui redescend à travers le Nigeria jusqu'à la mer, eh bien, son débit, c'est aussi dans la partie amont, à Koulikoro. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez la sécheresse dont on n'a pas beaucoup parlé dans les années 70, hein, c'est celle qui est indiquée là, et vous voyez, vous avez une variabilité importante des débits de ce fleuve qui sont liés, bien sûr, à la variabilité des précipitations. Mais bon, il y a eu des sécheresses presque équivalentes dans les années 30-40, hein, un peu moins fortes dans les années 20, des années humides entre les deux, et puis ça. Hein. Et ça, c'est à peu près pareil à Koulikoro. Donc on revoit qu'il y a eu, si vous voulez, des variations climatiques importantes, hein, dont on ne sait pas vraiment la cause. Hein. On constate que dans ces pays-là en particulier, les précipitations peuvent avoir des variabilités très importantes. Je reviens un instant sur celle-là. Ça, c'est le niveau de l'eau dans le Nil, enregistré depuis l'an 600. C'est pas des débits, hein, c'est des niveaux. Et vous voyez quand même, oui, que c'est pas constant, hein, ça varie. Vous avez des années basses dans les années 700-800, vous avez des années hautes dans les années 1900, il y a des années qui manquent, etc. Mais donc, il faut pas croire que les ressources en eau sont constantes. C'est des petits changements climatiques, c'est des petites modifications des systèmes. Vous avez entendu parler du petit âge glaciaire au Moyen-Âge où il faisait plus froid. Donc les débits dans les rivières, eh bien, c'est pas constant. Et dans le cas du Sahel, ce qui s'est produit, c'est ça. Hein. C'est le bétail n'a plus de quoi manger, n'a plus de quoi de boire, et vous avez des massacres, hein, ou des exterminations de bétail. Je crois que j'arrive un petit peu au bout de mon temps. Je vous parle d'un épisode de sécheresse catastrophique qui s'est produit au XIXe siècle, et j'en reparlerai la prochaine fois, 1876-1878. Vous voyez avec les gros points rouges que j'ai indiqués là, l'Éthiopie, l'Inde, la Chine et le Brésil.
dans les mêmes 2-3 années, 76-78, ces 3 pays ont connu des sécheresses épouvantables, avec des millions de morts. 10 millions en Inde, 20 millions en Chine, 1 million au Brésil, et l'Éthiopie, c'est pas connu. Donc vous voyez, pour ces 2 épisodes, 1876-1896, 30 à 60 millions de morts, ce qui représentait 4% de la population mondiale. Ça ne s'est pas reproduit de façon aussi intense au XXe siècle. Mais on a ça comme épée de Damoclès au-dessus de nous. Et non seulement ça s'est produit, ça c'est Amartya Sen, prix Nobel d'économie, qui a étudié ces phénomènes-là. Et les millions de morts qui se sont produits là sont des gens qui sont morts de pauvreté. Ils n'ont pas de pauvreté parce qu'ils n'avaient plus rien. Bon, je passe là-dessus. Est-ce que vous me donnez encore 5 minutes, monsieur Ratier? 5 minutes, pas plus. Vous me tenez en main, parce que sinon j'en ai encore pour une demi-heure. Je voudrais vous parler des conséquences du réchauffement climatique. Donc assez vite, vous avez tous entendu parler de l'augmentation de la concentration de CO2 en atmosphère. Là, tout ce qui est jusqu'au bleu, c'est ce qui se passe, et ce qui est dans le vert, là, c'est les prédictions qui dépendent bien sûr de Copenhague, de Kyoto, de tout ce qu'on fera pour essayer de limiter les émissions. Mais bon, les températures, pour un des scénarios, jusqu'en 2004, c'est ce qui a été mesuré, on voit la tendance à l'augmentation, et puis évidemment, entre 2004 et 2100, tout ça, c'est, je dirais, des résultats de modèles avec des hypothèses de application de Kyoto, pas application de Kyoto, c'est l'un des scénarios. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur les précipitations? Eh bien, autant sur les températures, les modélisateurs du climat sont à peu près fiables. On peut penser qu'ils savent ce de quoi ils parlent. Autant sur les précipitations, ils sont beaucoup plus incertains, ils le disent eux-mêmes. Donc on est beaucoup moins sûr de ce qui va se passer en matière de précipitation que sur la donnée de température. Mais enfin, en gros, on va voir... Alors ne regardez pour l'instant que la courbe noire épaisse. C'est la même courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, plus étendue, qui va du pôle nord à l'équateur au pôle sud. Et la courbe que vous voyez, vous reconnaissez la zone tempérée, la ceinture désertique, les tropiques et l'équateur où il pleut beaucoup, la ceinture désertique de l'hémisphère sud et le pôle sud. Donc c'est les pluies moyennes, il se trouve que c'est pour les mois de décembre, janvier, février, à l'actuel, sur la planète. Voilà un schéma de ce que feront les changements climatiques. Il pleuvra plus, globalement il pleut plus. Pourquoi? C'est pas difficile à comprendre. Il fait plus chaud, donc il s'évapore plus d'eau dans les océans, donc tout ça part à l'atmosphère et ça retombe en pluie. Donc il pleuvra plus, globalement. Alors c'est vrai dans la partie tropicale équatoriale, c'est un schéma, c'est pas un calcul, c'est tout simplement pour vous montrer le type de changement qu'on va avoir. Mais ce que vous voyez, c'est que, de façon apparente au moins, la ceinture des déserts, aussi bien de l'hémisphère sud que de l'hémisphère nord, se déplace vers les pôles. Donc vous voyez, le Sahara remonte en quelque sorte. Et vous voyez, nous, on se situe, disons, dans la courbe ascendante, la partie noire, et vous voyez qu'elle croise la courbe rouge, et qu'en ce point-là, dans le climat futur, il y aurait la même chose qu'avant. Plus au nord, il pleuvrait plus au sud, il pleuvrait moins. Alors, cette position-là, c'est Lyon. Donc, en gros, en France, si on en croit ces modèles qui sont très imprécis, il pleuvrait moins au sud de Lyon et plus au nord de Lyon. Mais l'incertitude sur ça est telle que c'est Lyon plus ou moins 1000 km. Ça veut dire que la France peut être entièrement dans la zone où il pleut plus, ou au contraire entièrement dans la zone où il pleut moins. Et ça, on ne le saura que dans 10 ans. On ne peut pas le savoir avant. C'est des calculs extrêmement compliqués, ça demande un temps énorme, et pour l'instant, on est très incertain. Alors, voilà 2 cartes. L'une, c'est prévision pour la fin du siècle, en comparant au siècle dernier, pour les mois de décembre, janvier, février, mars, et le même pour juin, juillet, août, septembre. Donc hiver, été, enfin au moins pour nos latitudes. Donc vous voyez, en rouge, les teintes jaune-rouge, c'est augmentation, en gris-bleu, c'est les diminutions. Donc vous voyez, en gros, il pleut plus dans la zone tropicale, c'est ce que je vous ai dit, il pleut plus dans l'Europe du Nord, c'est ce que je vous ai dit, et dans la zone intermédiaire, autour de la Méditerranée en particulier, il pleut moins. Donc ça, c'est pour les mois d'hiver. Et c'est encore pire pour les mois d'été. Vous voyez qu'on peut avoir jusqu'à moins 20, moins 30, moins 40% de diminution de précipitations. La seule bonne nouvelle, si c'en est une, c'est qu'il pleuvrait un peu moins en Bretagne en été. Moi, je suis né dans le Midi et je suis allé une fois, j'ai eu l'erreur d'aller passer mes vacances en Bretagne et il pleuvait tout le temps. Donc si ça c'est vrai, ce serait pas mal. Mais bon, à part ça, c'est quand même inquiétant. Vous voyez qu'on est dans la zone... Alors, je vais peut-être en rester là. Pour vous, je voulais vous passer des... Oui, je vais vous montrer simplement une simulation
plus récente qui date de 2009. Et vous voyez la même chose, hein, hiver, été. Vous voyez, hiver, il pleut plus dans toute la partie nord, un peu moins dans la partie méditerranéenne. La France ne serait pas grand-chose dans la France du Sud. En revanche, en été, vous voyez, la France du Sud et même peut-être le bassin de Paris seraient soumis à une diminution des précipitations. Et les ordres de grandeur, en pourcent, hein, sont un petit peu ce que je vous ai donné. Bon, voilà ce que... Bon, je ne vais pas vous parler de ça. Je crois que je vais en rester là. Merci beaucoup. Je me permets simplement de vous dire de quoi on va parler les prochaines fois. 23 janvier, besoins en eau actuelle et future, eau usée, qualité des eaux, nourrir la planète. 30 janvier, objectif du millénaire, fournir de l'eau potable. Comment pallier au manque d'eau, qualité des eaux. Voilà un petit peu ce que nous allons dire.